Bonjour à tous. Petit préambule avant le gros morceau de la vidéo militaire de cette semaine. Vous verrez, enfin, ça a été annoncé sur le sommaire, il y aura une distribution de paires de claques aux imbéciles de plateau, aux imposteurs et aux escrocs, pas beaucoup, hein, histoire de se défouler un petit peu. Et puis ensuite, Hervé Carès va nous faire le point de la contre-offensive ukrainienne. Vous allez voir, ça permet de clarifier beaucoup de choses. Alors, depuis le départ de Sylvain Ferreira, j'ai dû procéder à quelques modifications, j'ai dû essayer de trouver des solutions. J'ai eu des soucis au plan technique, au plan matériel, qui se sont peut-être ressentis dans certains enregistrements. Il se trouve que grâce à la cagnotte à laquelle vous avez contribué, j'avais donné la priorité au rééquipement total de Sylvain Ferreira. Bon, il a décidé brusquement de tout arrêter, donc j'avais un peu négligé les éléments me concernant, donc j'ai décidé maintenant d'y passer, hein, c'est-à-dire de reprendre les éléments d'un ordinateur qui me permettra, grâce à une carte graphique, grâce à des choses qui sont, paraît-il, importantes, des puces Intel, des cœurs, etc., plus d'autres petites choses qui me permettront de faire du montage, un montage qui soit plus dynamique. Et puis aussi, compte tenu du fait que ce qui s'était passé avec l'ambassadeur de Chine montre bien que la qualité, dès lors qu'on lui donne un tour un peu professionnel, est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus efficace. Donc, il y aura probablement le fait de travailler avec d'autres grâce à Internet. Je pourrais envoyer des fichiers à des gens qui nous feront de la post-production un peu plus élaborée. Donc, toujours, bien évidemment, votre soutien matériel est très important. Mais là, ce dont je voulais vous parler, c'était plutôt un soutien en matière de diffusion. Parce que ce que j'avais pas tout à fait compris, effectivement, il ne faut pas hésiter à mettre des pouces levés, il ne faut pas hésiter à faire des commentaires, je crois, ou éventuellement à partager. Je sais que, pardon, et à vous abonner aussi, parce que YouTube en tient compte et ensuite propose la vidéo et permet d'améliorer sa diffusion. Je vais mettre en place d'autres petites choses, non pas avec Facebook, parce que Facebook, c'est de pire en pire, mais en utilisant peut-être une filiale de Facebook qui est Instagram, en utilisant Twitter, en utilisant Telegram pour donner plus de visibilité à ces vidéos. Donc, je compte sur vous pour faire ce qu'il est nécessaire de faire, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est-à-dire mettre des pouces, vous abonner, partager, etc., etc. Voilà. Donc, on va passer au vif du sujet. Non, ce que j'oubliais, c'est que j'ai été aussi accaparé par un certain nombre de sujets qui relèvent de la politique nationale. Il y a la fameuse affaire du fonds Marianne. Je vais continuer, bien évidemment, à dire ce que j'en pense. C'est un scandale national et un scandale infâme. Infâme parce qu'on a spéculé sur l'émotion créée par l'assassinat de l'enseignant, de ce malheureux enseignant, et on en a profité pour détourner de l'argent public et le donner à des amis politiques et à des agents politiques. Ça, c'est gravissime et ça nécessite clarification et explication, et dans ce domaine, j'ai quelques armes pour le faire, puisqu'il s'agit d'une partie de mes spécialités juridiques et judiciaires, bien évidemment. Donc, il y a d'autres sujets concernant les libertés, la façon dont le système Macron les traite, et là aussi, ce front doit être tenu. Mais on va continuer à tenir celui de la réinformation, ne vous inquiétez pas. Alors, avant de commencer cette vidéo, eh bien, écoutez, je vais vous mettre deux petits extraits. Un de notre ami Douglas McGregor qui, très rapidement, hein, fait un petit commentaire. Le mérite, c'est que cette vidéo est sous-titrée. Et puis, une autre qui montre ce que c'est que la guerre. Hein, ce que c'est que l'artillerie de campagne aujourd'hui et ce que ça représente pour les malheureux qui se trouvent en dessous, qu'ils soient ukrainiens ou russes. Voilà. Bon, eh bien écoutez, bon visionnage. There are a lot of
of interesting reports out there. And if you have time, and I don't think most people do, you begin to look at these reports of Ukrainian gains, you discover that in many cases, the areas where they are claiming that they made gains are nowhere near the battlefield. They're not even in the security zone. And a few times they'll point to some ruined buildings, 2 or 3 at a time inside the security zone. And that's this 15 to 25 kilometer stretch of territory beyond the main defensive belt that the Russians have constructed. So I would tell you there have been no gains at all, because everything always hinged on the ability of the Ukrainian counteroffensive to reach the main defensive belt, crack it, move through it in order to reach something of importance like Melitopol. It hasn't happened. And we're now at least 11 days into what the Ukrainians said would be a 2-week offensive. How much they've got left is anybody's guess. The last time I looked, there were supposedly still 12 brigades in reserve. Now, are those full-strength brigades? Or, conceivably that could be 60,000 men if they're up to 5,000 each. Or are they 4,000? Are they 3,000, 2,000? I don't know. But at this stage of the game, they have not yet committed those last remaining reserves. Bonjour à tous. Nous revoilà pour parler opération militaire. Hervé Carès est là. Il va tout à l'heure nous faire un peu une analyse de la situation. Dès maintenant, je vais donner quelques petits conseils. Premièrement, suivez-le sur Twitter. C'est assez sympa, c'est assez rigolo parce que il fait des commentaires, il suit à la trace un certain nombre de commentateurs, quelquefois ce sont des imbéciles du mainstream, mais bon, il fait ça avec une certaine réserve, mais je veux dire sur le fond, il envoie quand même quelques missiles. Non, il faut, en plus, je pense que c'est utile en tant qu'information d'avoir immédiatement cette information parce qu'il y a un premier travail critique qui est fait sur ce qui arrive sur les réseaux et qui est souvent brut de décoffrage. Donc voilà. Et puis deuxième observation que je fais, c'est que la semaine dernière, vous vous en rappelez peut-être, il avait une vision sur ce qu'allait peut-être être le Schwerpunkt, l'endroit où la contre-offensive ukrainienne, qui a donc démarré, aujourd'hui c'est incontestable et c'est revendiqué comme tel, il avait une idée sur l'endroit, et j'ai l'impression qu'il avait raison, c'était Zaporozhye, et il a toujours, me semble-t-il, on en a parlé avant bien sûr, l'idée que symboliquement, les Ukrainiens pourraient souhaiter prendre d'assaut la centrale nucléaire d'Erno-Gadar, je ne sais pas, mais c'est pas grave, on voit très bien de quoi il s'agit. Alors, avant cela, je voudrais distribuer quelques paires de claques, comme je fais souvent. En ce moment, c'est plutôt sur l'actualité nationale, avec le fameux fonds Marianne, qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et qui en dit long sur le mode de fonctionnement de notre République. Et là, je vais parler de ce qui se passe dans les rapports de notre pays avec l'Ukraine. Alors, je parle des rapports de notre pays parce que je vais commencer par le président de la République. Alors, le président de la République, il a dit qu'il allait soutenir la contre-offensive, la France allait soutenir le temps qu'il faudrait la contre-offensive, c'était ces termes, et jusqu'à la victoire qu'il espère la plus victorieuse possible. Une phrase qui est quand même complètement ridicule. Et il s'explique sur cette formule en disant, comme ça, si la victoire est la plus victorieuse possible, eh bien, on pourra ouvrir une négociation. Je me dis, mais pour qui se prend-il? Pour qui se prend-il? Pour négocier, il faut être deux. Il faut avoir quelqu'un en face qui est prêt à la négociation. Or, actuellement, les Russes n'ont envoyé aucun signe. J'avais même fait une vidéo il y a 15 jours, 3 semaines pour dire qu'aucune des conditions pour une négociation ne me semblait du point de vue russe. J'aimerais bien, moi, qu'il y ait une négociation et qu'on sorte de cette situation. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron dit, ben voilà, on aide l'Ukraine, elle va avoir une victoire la plus victorieuse possible, et ensuite, on va convoquer Vladimir Poutine. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, surtout quand on écoute Poutine et qu'on écoute Lavrov, qui ont dit nous n'avons plus rien à leur dire de ce côté-là, et c'est une réalité. C'est une réalité. Le dialogue, les discussions, les rapports
entre la Russie et l'Union européenne sont des rapports de quasi-belligérance. Bon, pas avec tous les pays, mais au moins avec quelques-uns. Donc, je pense que Emmanuel Macron, une fois de plus, n'est pas sérieux. Et je ne sais pas s'il il le fait, mais j'avais trouvé que lorsqu'avait eu lieu la fameuse discussion par téléphone qu'il avait enregistrée, hein, en piétinant tous les usages diplomatiques, il avait expliqué à Vladimir Poutine, qui est un juriste, il ne faut jamais l'oublier, il faut jamais l'oublier, il met souvent les questions juridiques en avant, et il lui avait dit, mais qui est ton juriste à propos des accords de Minsk? C'était avant le déclenchement de la guerre. Et où est-ce qu'il a eu ses diplômes, disait Emmanuel Macron, en parlant des accords de Minsk et en montrant qu'il ne les avait pas lus. Hein, il disait, mais on n'a pas besoin, il ne faut pas qu'il y ait les républiques séparatistes, les républiques autoproclamées. Or, elles étaient signataires des accords de Minsk, il ne les avait pas lus. C'était une nouvelle démonstration de son inconséquence. Alors, je pense qu'il faudrait écouter Vladimir Poutine, pas seulement lui, mais on ne le fait pas assez. Il y a eu, et je renvoie nos spectateurs aux articles qui ont été publiés là-dessus. Il y a en particulier celui de Simplicius, mais qui est toujours très long, ce qui fait que le logiciel de traduction, il traduit que la moitié. C'est un peu gênant. Alors, il faut faire des copier-coller. Je ne parle pas un mot d'anglais, hein, faut le savoir. Eh bien, Vladimir Poutine a fait une conférence de presse devant des correspondants de guerre. Et c'était très intéressant. C'était très intéressant parce que, comme d'habitude, il n'a rien révélé de fondamental, mais il a donné quelques orientations sur ce qui se passait, la conduite des opérations. Il a reconnu qu'ils auraient pu être mieux préparés. Naturellement, les médias français s'emparent de ça, autocritique, alors qu'en fait, il a dit une chose spécifique relative aux opérations qui ont eu lieu du côté de Belgorod et sur le territoire de la Russie. Il a dit là, on a été insuffisant. Mais il n'a pas dit que sur le reste, il l'avait été. Et puis, il a parlé de la mobilisation, il a donné un certain nombre d'indications et il a répondu à la question concernant la possibilité d'une contre-offensive après l'échec d'une contre-offensive russe à la contre-offensive ukrainienne, Kursk 2.0, comme disait notre parlementaire suédois la semaine dernière. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est moi, ce qui me semble, et puis Hervé nous dira ce qu'il en pense, je crois qu'il a montré que c'était une éventualité, c'était une possibilité. Et je ne pense pas que ce soit une parole en l'air parce que il y a de la Maskirovska. Ils ne disent pas grand-chose, simplement, ils sont aussi, eux, en guerre de procuration, et par procuration, pardon, et les autres pays du Sud global qui aimeraient bien que la guerre s'arrête, sont assez attentifs à ce qu'il dit et assez attentifs aux perspectives qui s'offrent pour ne serait-ce que les connaître et éventuellement les soutenir. Et je pense en particulier aux Chinois. Je dirai un petit mot dans quelques instants sur les Chinois. Alors, en France, on n'écoute pas ce que dit Vladimir Poutine, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on voit Vladimir Poutine dans un hôpital, venir décorer des blessés, venir s'asseoir au milieu d'eux pour discuter, et au passage, quand on cherche les sièges, à un moment, il tourne le dos à Shoigu. Et là, LCI nous dit « Ah, dissension au sommet de l'État russe parce que Vladimir Poutine a tourné le dos à Shoigu. » C'est ce niveau-là qui est absolument épouvantable parce que, alors, ces gens-là, ceux qui font ça, Pujadas, Rochebin, se ridiculisent, mais il y en a quand même qui se déshonorent. Hein. J'ai dit, c'était distribution de quelques paires de claques. On va commencer par le pire d'entre eux, le pire de tous. Hein, c'est notre grand ami BHL. Alors BHL, il jubile, il est radieux, hein, on se tue hein, dans un combat contre ses adversaires, contre ses ennemis, on se tue pour le compte des intérêts qu'il défend, du pays qu'il défend, c'est-à-dire les États-Unis, et alors là, il est trop content. Hein, il vient donc sur les plateaux, il nous dit un certain nombre de choses, stratégie brillante, etc. Je vais lire simplement pour montrer le niveau auquel ce monsieur arrive.
Cette contre-offensive ne ressemble à aucune autre et ne sera pas un D-Day, hein, jour J. Les Ukrainiens sont bien trop smart pour tomber dans ce piège et les Russes bien trop niais pour le comprendre. Ce tweet est parfaitement ignoble. Il dit ça à Rochebain qui ne réagit pas. C'est parfaitement ignoble. Monsieur BHL, les Ukrainiens se font tuer, d'accord? Ils montent à l'assaut. Ils prennent une artillerie bien supérieure à la leur sur la figure. Ils sont smart. Les cadavres ukrainiens qui parsèment les champs sont smart. Et les cadavres russes, eux, ce sont des cadavres de niais, de moujiks rustiques. C'est puant de racisme, ce truc-là, et personne pour venir le reprendre. Alors, sur les réseaux, il se fait massacrer, hein, c'est habituel, mais ça fait 40 ans que ça dure. 40 ans que moi, je vois qu'un seul mot, hein, c'est salopard. Quoi. Salopard, c'est une honte. Les Ukrainiens sont smart, hein, et les Russes sont trop niais. Enfin, c'est parfaitement ignoble. Et tiens, BHL, si on changeait, hein, on mettait les nazis sont smart et les juifs sont trop niais, ce serait rigolo. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Alors, il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul, parce que maintenant, on va s'attaquer un petit peu au gradé. Alors, mon cher Hervé, hein, donc, il va falloir encaisser, parce que, je veux dire, Hervé est bien plus modéré que moi, on a éventuellement quelques divergences, hein, mais bon, il est, je pense, assez conscient et assez réaliste d'un certain nombre de comportements. Hein. Donc, alors, le premier, c'est Jean-Paul Paloméros. Alors, j'ai lu ancien commandant suprême de l'OTAN. Je ne sais pas si c'est vrai. Hervé, je m'adresse à toi. Oui, il a été commandant suprême de l'OTAN. Alors, il En tous les cas, vient. ça a été un officier de l'armée de l'air qui avait un poste haut placé à l'OTAN. Je ne me rappelle plus exactement le poste qu'il avait, mais il avait un poste qui était très haut placé, oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que il présente très bien, Rosette sur canapé, mais il vient nous dire que ce serait une catastrophe si la Russie l'emportait. Alors, il dit pas la Russie, hein, il dit si Poutine l'emportait. Hein, si Poutine, les Russes, non, on ne parle pas du peuple russe, on ne parle pas du pays, on ne parle pas d'une des premières puissances du monde, on ne parle que de Poutine. Bon, très bien. Si Poutine l'emportait, eh bien, ce serait une catastrophe parce que ça aurait un impact terrible sur l'ordre mondial. Parce que cela voudrait dire que la force prime le droit. Alors là, sur le plateau, il y a des gens qui lui disent c'était sur le service public, il y a des gens qui disent mais enfin, bon, il y a eu quelques précédents. Ah oui, c'est vrai, je reconnais, il y a eu des erreurs et tout. Mais non, mais cela étant, ce serait catastrophique pour l'ordre mondial. Alors, on va faire deux remarques à monsieur Paloméros. On va lui rappeler que l'ordre international est en train de bouger, en train de changer. Il va falloir qu'il s'y habitue. Hein, il va falloir qu'il intègre ce qui est en train de se passer, hein, c'est-à-dire que l'ordre international, selon les règles voulues par les États-Unis, c'est terminé. Ça va prendre du temps, ça va nécessiter de s'organiser, ça va peut-être être chaotique à certains moments, ça peut être dangereux, mais il va falloir s'y habituer. Deuxièmement, près de 3 millions de morts, 32 millions de personnes déplacées, des agressions qui sont des crimes de guerre, c'est-à-dire qu'en vertu du droit international de Nuremberg, hein, l'agression de 2003 est un crime contre la paix. C'est une catégorie juridique, hein, et les gens qui ont participé à ça, et George Bush est toujours vivant, auraient dû passer au tourniquet, c'est-à-dire ils auraient dû être jugés. Hein. Comme disait je ne sais plus qui, quand il y a eu le mandat d'arrêt contre Poutine, la salle d'attente est quand même bien pleine. Donc, je trouve que cette attitude qui consiste concernant des abominations dont le reste du monde ne veut plus, ne supporte plus, hein, outre l'aveuglement, ça témoigne d'une morale et d'une éthique que je trouve un peu curieuse. Bon, donc, alors, un autre de nos amis, je suis désolé Hervé, hein, petit défouloir, petit défouloir, hein, mais parce que j'ai pas été très très présent, puisque occupé par mes autres pôles d'activité, donc j'ai trouvé des petites bricoles de loin en loin. C'est mon cher Jean-Dominique Merchet, l'homme à la calculette.
hein, le gars qui passe son temps à calculer les terrains conquis, pas conquis, etc., et pour lui, la guerre, c'est une question, ça se fait non pas avec une artillerie, mais avec une chaîne d'arpenteurs, hein, donc c'est très intéressant. Alors, il est très fort, lui, parce qu'il connaît tout, hein. Voilà ce qu'il nous dit. La principale leçon, après le début de l'offensive, est que l'armée ukrainienne a repris l'initiative des opérations alors que les Russes sont solidement installés dans la défensive. Merci de nous dire que c'est une situation que tout le monde a relevée. L'armée russe ne paraît plus capable d'action offensive d'envergure. Ah ben dis donc, drôlement fort, notre ami Mercier, là. Il sait, lui, hein, il sait qu'elle est plus capable, il sait son ordre de bataille, il sait son matériel, il sait son moral. Ah oui, il sait ça, ils ne sont plus capables. Alors, moi, j'imagine Jean-Dominique Mercier en juillet 43, au début de l'opération Citadelle, du côté de Koursk. Hein. Voilà, l'armée allemande a repris l'initiative. Je le cite, hein, les Russes, les Soviétiques sont solidement installés dans la défensive. L'armée soviétique ne paraît plus capable d'action offensive d'envergure. On sait ce que ça a donné. Hein. Je ne comprends pas comment on peut je veux dire, s'exprimer de cette façon-là en prétendant être intelligent. On peut avoir. Alors, il y a l'ignorance. On peut avoir des biais. Et tu nous en parleras à propos du livre de Goya, interrogé. C'est la nouvelle méthode, interrogée par Jean Lopez. Le livre de Benoît Billan, qui est très intéressant. Hein, c'est aussi c'est pas mal, sur le dialogue entre Billan et Lopez. J'ai d'énormes réserves pour Lopez. Hein, Lopez fait bien le travail. Hein, il amène bien les choses pour que Billan puisse développer. Ce livre est vraiment, vraiment passionnant. Alors, donc voilà pour ce qui concerne comment dire, le problème de Mercier. Voilà, il nous dit que il regarde la situation, brouillard de la guerre, offensive commencée depuis 3 jours, mais non, ça y est, l'armée russe est plus capable de mener une offensive d'envergure. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur Mercier? Vous n'en savez rien? Moi non plus. Moi non plus. Hein, et de quoi vous aurez l'air si jamais, ce que je disais tout à l'heure, il y a un coup de retour, hein, et que une fois la contre-offensive épuisée, eh bien, les Russes, non pas les Soviétiques, les Russes lancent une contre-offensive qui pourrait provoquer éventuellement ce que beaucoup pourrait provoquer l'effondrement de l'armée ukrainienne, annoncé par certains, je pense en particulier à Douglas MacGregor. Alors ça fait un moment hein, que lui, il attend les grandes offensives hein, et il est très déçu qu'elles n'arrivent pas. Hein. Moi, à mon avis, il n'y aura pas de grande offensive dans cette guerre. Et je pense que les mécomptes que vont rencontrer les Ukrainiens en sont aussi un signe. C'est pas seulement parce que il y a un déséquilibre, il y a un rapport de force qui n'est pas en leur faveur, mais c'est aussi parce que la guerre a changé, j'ai l'impression. Enfin, c'est le sentiment que j'en ai, n'étant pas ni spécialiste ni désireux de l'être. Je fais justement les réflexions du profane. Alors, il y avait l'intervention de Kempf, du général Kempf, qui dit ah ben c'est formidable en substance, je ne veux pas être trop méchant, en substance qui dit voilà c'est une surprise, vu que les Russes ont été tellement médiocres depuis 18 mois, on était persuadés qu'ils étaient démoralisés, qu'ils allaient s'effondrer au premier coup, mais il parle de quoi lui? Il parle de quoi? Il a regardé ce qui s'est passé au début de la guerre, la rapidité avec laquelle, y compris la prise de Kherson qui n'était pas prévue, sont arrivés. Il a écouté ce qu'en ont dit les analystes. Il a lu l'article de Marinus, qui est le pseudonyme du patron des Marines américains. J'ai publié cet article qui était 2 mois après le début, hein, et qui disait c'est extrêmement brillant ce qui s'est produit. Je peux dire un truc là? Je peux te couper là? Oui, bien sûr. Oui, je pense que tu t'es un petit peu envolé hein, quand tu as vu son tweet, parce que c'est quelqu'un qui est plutôt modéré en fait et qui a plutôt une bonne analyse du conflit. C'est un de ceux que je suis
Et je pense que lui, il a pris en fait le narratif, hein, pour montrer qu'en fait ce narratif ne tenait pas en fait. Tu vois? Parce que, Ah bah, parce que très honnêtement, ses analyses sont très pondérées et très neutres. Je pense que c'est d'ailleurs, à mon avis, même s'il publie en français, actuellement en France, le meilleur analyste du conflit sur la partie militaire. oui, mais alors comment il peut dire médiocrité depuis 18 mois? Ils ont Parce pris, que parce qu'il a repris en fait les éléments du narratif et il a montré que les gens en fait étaient justement dans ce dénigrement des Russes et que là tout le monde était surpris parce que en fait ça tenait ainsi de suite. Moi je lis ses analyses depuis un moment, il est très très mesuré, hein. Il a été dur pour les Russes lorsqu'il y a eu l'offensive de Kharkov des Ukrainiens, hein, puisque ça l'a perturbé quand même, mais le problème de l'opération militaire spéciale, c'est que depuis le début, il y a très peu d'effectifs. Donc, à un moment oui, oui, donné, oui, oui, c'était c'est intenable. C'était c'est intenable. sous-dimensionné. Oui, oui, on en a parlé sur Kharkov. Et c'est pour ça que faire des prévisions, dire il va y avoir. Alors là, je pense à notre ami Douglas MacGregor, que j'aime bien, parce que c'est assez courageux quand même. Lui, il va à Ah oui, contre-courant, il est c'est sûr. dissident. Et puis bon, avant, il a travaillé, il a écrit des choses. C'est pas je veux dire, quelqu'un qui débarque comme ça. Non, non. Mais vraiment, on sent que. Et puis bon, je pense qu'aussi, il y a des visées politiques. Hein, pour ce qui le concerne, il est très antidémocrate, hein, et donc bon, il noircit le tableau, c'est tout à fait incontestable. Mais ce qui n'est pas pris en compte, et peut-être aussi par Scott Ritter, par d'autres encore, hein, par je sais plus Berletic ou enfin peu importe, c'est que cette opération est sous-dimensionnée pour les Russes, c'est-à-dire qu'ils font ça à l'économie. Et c'est, comment dire, prévoir ou essayer d'imaginer ce qu'ils vont faire est, à mon avis, très difficile parce que ils sont économes, justement, ils sont économes de la vie aussi, hein, parce qu'ils ont une opinion publique, ils veulent pas se faire n'importe quoi. Et donc, quelles sont les allocations de ressources? Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils sont en train, en plus, je crois, de mettre en œuvre des réformes importantes. Ils vont faire passer le personnel de... Tu veux Vas-y, un vas-y, truc? interromps-moi. Hein. Ouais. En fait, beaucoup d'analystes, à tort, font un rapport entre l'armée russe actuelle et celle l'ex-soviétique, et notamment beaucoup d'historiens qui ont beaucoup travaillé sur la Deuxième Guerre mondiale font des comparaisons entre l'armée dite de Staline et celle-ci. On est vraiment sur des configurations qui sont totalement différentes, puisque l'armée russe et l'armée soviétique de l'époque de Staline, c'était des effectifs qui étaient énormes en millions Énorme. d'hommes. Là, on est sur des effectifs qui sont très, très contraints. D'abord, un sous-effectif flagrant au départ du déclenchement de l'opération militaire spéciale avec à peine 160 000 hommes, 160 000 hommes qui étaient engagés. Donc, il faut considérer qu'il y a au moins un tiers d'hommes qui font de la logistique. Donc, on voit à peu près que ça fait à peu près 120 000, 100 à 120 000 combattants qui sont en ligne. Donc, c'est très, très peu par rapport aux objectifs de départ, qui étaient certainement un coup de pression pour arriver rapidement à des négociations. Et maintenant, suite à la mobilisation, qui a été une réaction à l'offensive de Kharkiv des Ukrainiens, puisque Poutine a tout fait pour éviter que ça impacte l'économie russe et qu'il y ait justement même une mobilisation partielle. Ils ont été contraints de faire cette mobilisation partielle qui s'est révélée un petit peu chaotique, on peut le remarquer de toute manière. Ils ont annoncé 300 000 mobilisés. Je pense très honnêtement qu'il y en a plus, d'où les problèmes de logistique qu'ils ont rencontrés. Ils sont maintenant à parité avec l'armée ukrainienne, puisque l'armée ukrainienne, au départ, était à 750 000 hommes. Ça, c'est ce que disait le président Zelensky et les données qui étaient divulguées par l'état-major ukrainien. Actuellement, on est sur deux armées qui sont en gros à 400 000 hommes de chaque côté. Alors après, il y a des points de focale suivant où on se trouve sur le front, mais on a des armées qui sont à parité sur le plan des effectifs. La grosse différence pour les Russes, c'est bien sûr au-delà du rapport. Le rapport, c'est les effectifs en fait. Hein. Le rapport, c'est le nombre de forces qui est comparable. C'est le rap-feu, c'est-à-dire l'artillerie, le rap-feu, le rapport des feux entre les Ukrainiens et les Russes. Et là, on a un rap-feu qui est de 8, voire 10 pour 1 à certains endroits en faveur des Russes, avec pléthore de munitions, puisqu'ils utilisent beaucoup de matériels qui sont des matériels ex-soviétiques. Hein, ils ont une combinaison, un peu comme les Ukrainiens d'ailleurs,
de matériel rustique et de matériel plus sophistiqué, mais ils ont énormément de munitions, puisque ce sont tous les calibres historiques de l'armée soviétique. Voilà. Les fameux 152 ou 155, je confonds. 152 et puis 122. Les 152, 155, c'est l'Occident, avec, paraît-il, l'immense entrepôt de Transnistrie. Mais enfin bon, c'est un peu devenu une légende. Il y avait un site tout à fait énorme de l'armée soviétique. Alors j'ai une question, Hervé, justement, là-dessus, sur la guerre aujourd'hui. C'est que sur la mobilisation, ils ont des besoins. Alors, ils n'ont pas besoin de chair à canon. Si, ils ont besoin de fantassins, ça d'accord, ils ont besoin. Mais vu ce qu'elle est devenue, elle est quand même technologique aussi, même si c'est rustique dans l'affrontement de première ligne. Je pense que il faut mobiliser des ingénieurs, il faut mobiliser parce que il y a toute la partie ISR. En fait, dans la première phase de la guerre, lorsqu'il y a eu toutes ces avancées russes sur le territoire ukrainien avec la première force de l'opération militaire spéciale, on a eu des armées qui ont progressé très très vite et qui ont pris énormément de risques, notamment au nord, dans la région de Kiev. Et je pense que c'est là où l'armée russe, notamment au nord, a eu le plus fort taux de perte, parce que ils ont attaqué avec un rapport défavorable, ce qui est une première quand même dans l'histoire militaire, en prenant énormément de risques. Et là, on peut dire que le joueur d'échecs russe est devenu aussi un joueur de poker. C'est qu'ils ont vraiment tout engagé, ils n'avaient pas de réserve. Donc, ils ont pris énormément de risques. Ça aurait pu marcher, puisqu'on a vu que rapidement, il y a eu des négociations qui se sont ouvertes, mais qui après ont avorté, après qui sont réouvertes au mois de mars, mais qui ont avorté pour différentes raisons. Et ensuite, on est passé sur une autre phase, qui a été la phase de repli des Russes, et avec cette nouvelle stratégie qui a été celle de conquête du Donbass, avec toutes les avancées qu'il y a eu au nord, sachant qu'ils avaient énormément avancé également au sud, sur la côte, puisqu'ils étaient arrivés quasiment aux limites de... Les Spetsnaz, les premiers Spetsnaz étaient arrivés aux limites de la banlieue d'Odessa. Ça, c'est une réalité, puisqu'il y avait un journaliste qui s'était fait arrêter par des Spetsnaz quasiment à 20 ou 30 km d'Odessa. Donc, qui avait failli d'ailleurs, qui a eu extrêmement peur quand ils avaient eu sortir des fourrés. Donc, voilà, globalement, cette armée russe qui a joué énormément, qui a pris un risque qui, en fait, s'est révélé non payant, puisqu'ils ont été obligés de changer de stratégie. Et ensuite, ils ont changé de commandement, ils ont changé de stratégie. Et le deuxième fait marquant, après l'offensive des Ukrainiens sur la région de Kharkiv, et ce repli globalement sur la rivière Oskol, je schématise, des Russes, il y a eu ce retrait de la rive ouest du Dniepr par les Russes. Et quand on parle de manœuvres opératives, parce que souvent on dit les Russes, ils ont tout oublié, ainsi de suite, là vous avez une armée qui, sous la pression quand même adverse, réussit à exfiltrer, à faire une traversée rétrograde du Dniepr à 20 000 hommes, en fait, avec les matériels. Et lorsqu'ils annoncent le 9 novembre qu'ils vont traverser, en fait, il ne reste plus qu'un rideau de troupes. 90% des troupes ont déjà traversé, et ils disent qu'ils ont traversé le 11 novembre parce que c'est le rideau de troupes qui a traversé, les dernières troupes, qui a traversé le Dniepr. Et je peux vous dire que pour avoir fait, dans les années 80, des franchissements, donc à l'époque, on faisait des franchissements offensifs, puisqu'on travaillait beaucoup le franchissement offensif, notamment sur la Marne, puisque j'ai franchi plusieurs fois sur la Marne. Ce sont des manœuvres qui sont extrêmement complexes. Et là, en plus, ils ont fait un franchissement rétrograde. C'est encore plus complexe. Et ils ont réussi ce franchissement. Et quand vous avez une armée qui, sur le plan opératif, arrive à réussir ce type de manœuvre sous la pression de l'ennemi, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Donc, alors, je connais, on a discuté avec Hervé. C'est assez étonnant parce que tu prends une manœuvre de retrait organisé comme une opération militaire brillante, et une armée qui peut réussir ça comme ça, alors que quand on se rappelle la façon dont ça avait été traité par les médias, etc., y compris en Russie. Ouais, mais je pense en Russie. De mon point de vue, bien sûr, c'est un avis, je pense que même c'est le tournant de la guerre.
Oui, je d'avoir sais, tu me l'as dit. d'avoir réussi à exfiltrer ces 20 000 hommes qui étaient des troupes de qualité, avec le matériel et le rétablissement ensuite sur un front qui était raccourci, et cette nouvelle phase de la guerre qui est une phase défensive, dite d'attrition de la force adverse, à mon avis, c'est le tournant de la guerre. Puisqu'ils ont attendu la montée en puissance de leur mobilisés, donc ils ont fait ça quand même assez progressivement, hein, même s'ils ont recomplété les troupes avec ceux qui avaient quitté l'armée de la manière la plus récente. Mais pour l'instant, à part ces 80 000 hommes qui ont été rapidement engagés pour recompléter les effectifs, les autres, on n'en a plus entendu parler. Et je pense que la grande inconnue actuellement du dispositif russe, ce sont ces réserves de front, ces réserves stratégiques ou opératives dont personne ne parle et surtout pas les Russes, puisqu'on connaît les organigrammes globalement ukrainiens, même si on ne sait pas exactement où se trouve le deuxième échelon, ce qui est très important, on arrive à voir où se trouvent les formations de premier échelon, notamment les brigades de premier échelon, mais pour ce qui est des Russes, comme d'habitude, on ne sait quasiment rien. Donc, Alors, oui. avant de passer à cette donc analyse de la situation de la contre-offensive, c'est, je veux dire, une actualité extrêmement importante, et y compris en rebondissant sur ce que tu viens de dire, sur les différentes séquences de cette guerre depuis maintenant 18 mois, c'est vrai, quasiment. Moi, j'ai l'impression que cette guerre, elle a changé de nature, plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il Oui. y a eu l'opération quasiment de police avec une sous-estimation de la réaction des Ukrainiens. Hein. Je pense qu'il y a certains dirigeants du GRU ou autres qui ont dû entendre parler du pays parce qu'il y a eu, semble-t-il, des erreurs assez sérieuses qui ont été commises. Après, il y a eu l'arrivée de Surovikin, le raccourcissement du front, la mise, je veux dire, en défensive. Il y a eu l'offensive aérienne, hein, l'offensive aérienne, alors avec y compris des représailles, c'est-à-dire que quand il y a eu l'attentat contre le pont de Kerch, tout ce qui s'est passé après, alors bien évidemment, c'est des objectifs stratégiques hein, qui étaient visés, mais tout ce qui s'est passé après avait aussi une connotation de riposte, de représailles. Hein. Je peux dire un truc? Oui, mais non, il me demande, il me Non, non, demande mais mon autorisation, dis donc. comme tu parles beaucoup, bon, Ah oui, en fait, mais c'est chacun son tour, hein. bien sûr, ouais. En fait, tout ce qui se fait dans le domaine militaire, c'est planifié. En fait, il y a des plans d'opération avec différentes variantes, mais il y a des plans de frappe. C'est qu'en fait, on ne décide pas comme ça du jour au lendemain que l'on va frapper les objectifs. Tout est planifié. Et donc ensuite, tout simplement, on dit on va déclencher ce type de plan avec des frappes et des cibles qui sont identifiées. C'est pour cela que malheureusement, lorsqu'il y a des cibles civiles qui sont touchées de part et d'autre, hein, de part et d'autre, avec des munitions qui sont chères, je parle des munitions chères qui sont guidées, souvent c'est soit une erreur de guidage, soit tout simplement la munition qui a été déviée par une munition antiaérienne, soit c'est une munition qui n'est pas assez précise, alors, parce qu'elle est ancienne, ainsi de suite. Parce qu'on n'utilise pas des munitions qui sont chères et rares pour cibler des objectifs civils. On est toujours sur soit de l'objectif militaire, soit de l'objectif à forte valeur ajoutée, donc sur le plan des infrastructures vitales. Donc, il y a des Storm Shadow en ce moment qui tombent sur Donetsk, par exemple. On peut imaginer que les Storm Shadow qui tombent sur Donetsk, ce n'est pas des Storm Shadow qui visaient Donetsk au départ, c'est des Storm Shadow qui ont été brouillés par la guerre électronique russe. Parce que le Storm Shadow de mémoire c'est un missile à plusieurs millions d'euros. Hein. Donc c'est extrêmement cher, tous ces missiles de croisière. Donc, je ne connais pas le chiffre, je pourrais le regarder. Donc on n'utilise pas pour faire de la représaille et de la punition des munitions qui sont chères, de part et d'autre. Alors même si les Russes en ont beaucoup et de l'autre côté ils en ont un peu moins. Donc quand ça tombe comme ça à côté, c'est qu'il y a autre chose qui s'est passé. Et puis il peut y avoir également le problème de la munition antiaérienne qui retombe, même si logiquement elles doivent s'autodétruire. C'est pas forcément infaillible. On l'a vu avec le S-300 ukrainien qui était tombé en Pologne. Oui, c'est ça. Donc ça aussi, il y a tellement de ferrailles qui se baladent en ce moment dans le ciel que forcément, malheureusement, ça retombe à certains endroits. Alors,
je termine ma partie, c'est-à-dire que bon, le monde continue à avancer. Il y a au Kenya une grande réunion interafricaine où alors c'est une décision politique d'abandonner le dollar, en tout cas d'essayer de s'en libérer. Il y a ce qui se passe également en Asie. Le monde continue de tourner. Et puis, il y a les Chinois. Et c'est pour ça que je pense que la guerre aujourd'hui, c'est ma thèse, hein, personne n'est obligé d'y souscrire. Je pense qu'aujourd'hui, la Russie mène une guerre pour elle, bien évidemment, hein, mais derrière, elle le fait aussi par procuration. Pauvres Ukrainiens, ils sont par procuration des deux côtés. Hein, elle fait une guerre un peu pour le compte du reste du monde qui n'a aucune envie de la faire. Mais beaucoup des pays ne sont pas mécontents que ce soit les Russes qui se tapent le boulot. Alors, je vais mettre une petite photo très rapidement d'une déclaration qu'a fait Xi Jinping. Je l'ai lu, j'étais persuadé qu'elle n'était pas, enfin persuadé. Je me suis dit, c'est quand même tellement énorme que ça doit être une fabrication. Pas du tout. C'est effectivement ce qu'il a dit. Hein, donc je vais tâcher de trouver ça sans faire de bêtises. Alors partager l'écran. Voilà ce qui. Pourquoi c'est là ça? Bah oui, bah, non, c'est pas le bon truc. Si je fais ça, partager. Est-ce qu'on va le voir? Si c'est ça. Voilà. Alors. Xi Jinping, à propos de l'aide de la Chine à la Russie, et ce sont vraiment ses paroles, après le sommet du G7, arrêtez de blâmer la Chine. La Chine n'est pas la fédération de Russie, mais elle décide d'aider. Si elle décide de l'aider, Dieu ne vous aidera pas. Presque tout le monde aide l'Ukraine. Si nous voyons la menace de la Troisième Guerre mondiale, nous aiderons la fédération de Russie. Mais pour l'instant, détendez-vous et regardez comment la Russie bat à elle seule plus de 50 pays au monde. Alors, on peut difficilement être plus aimable pour la Russie, mais je veux dire, c'est une façon comment présenter les choses qui, à mon avis, en dit long sur ce qui est en train de se passer dans le monde. Et je pense en particulier à des informations, je ne sais pas Hervé si tu en as de cette nature, moi j'en ai encore eu ce matin par des amis qui ont je veux dire, quelquefois des vieilles amitiés dans les services, qui disent que les Polonais sont très excités. Que les Polonais sont très excités. Personnellement, j'ai une tendance à penser que l'escalade, ça n'a qu'un temps. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'on est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Je pense que, y compris les cinglés du sous-sol, ils n'ont pas nécessairement envie de mourir. Bah, disons que la Pologne, c'est un cas très spécifique dans la configuration de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale. C'est historique, hein, puisqu'on a tendance à l'oublier, mais la Pologne a envahi la Russie. Oui. A eu pendant un temps très court, avant qu'il soit assassiné, il y a eu un tsar polonais à la tête de la Russie. Ça n'a pas duré très très longtemps, hein, puisqu'il a tenté de convertir les orthodoxes au catholicisme. Il a été éparpillé d'ailleurs par un canon. Ses restes ont été éparpillés par un canon. Bref, je passe. Toujours sympathique. Et ensuite, la Pologne a été bien sûr envahie par la Russie pendant très très longtemps. Hein, c'est Napoléon qui lui a redonné une première vie, hein, suite à son. Et ensuite, les Russes sont revenus. Donc il y a vraiment une histoire entre les Polonais et les Russes qui est très compliquée, en fait. Qui est très Mais compliquée. y compris, alors, je vais reprendre ma phrase de Marx dans une lettre à Engels, qui dit, au 19e siècle, hein, il dit, de toute façon, dans l'histoire, les Polonais ont toujours fait courageusement que des choses stupides. Bon, donc, effectivement, mais les pauvres, ils sont entre deux mastodontes. Hein, qui les ont écrasés. Oui, puis, mais en 1920, quand Tukhachevski a battu le fameux miracle de la Vistule, hein, mais c'était une contre-offensive, c'est-à-dire que c'était les Polonais qui étaient intervenus. Bien sûr, Hein. bien sûr. Et donc, heureusement qu'ils ont été. D'abord, il y a eu ce miracle de la Vistule. Alors, bon, tout ça a été analysé. Je crois que De Gaulle était en Pologne à ce moment-là. Tout à fait.
tout à Je fait, crois oui. qu'il était en Pologne à ce moment-là. Ce qu'on sait peut-être moins, enfin, c'est que quand il était prisonnier, il était dans le même camp que Tukhachevski. Donc, ils ont dû se connaître. Ah oui, 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 ça c'est avéré. Donc, voilà, c'est vrai que c'est compliqué et il y a une véritable russophobie, mais là, ils ont l'air chaud bouillant et j'espère que les Américains sauront leur dire de se calmer, quoi. Le problème actuellement, c'est que ces pays qui font partie de l'Union européenne, c'est eux qui, d'une certaine manière, influencent l'agenda de l'Union européenne vis-à-vis du conflit en Russie. C'est ça le problème. Et on peut très bien comprendre par les antécédents qu'ils ont avec la Russie, antécédents récents, avec bien sûr l'Union soviétique, et la forme d'occupation qu'ils ont eue pendant de nombreuses années, la rancœur qu'ils ont et parfois la crainte d'un retour qui peut être fantasmé, puisqu'on est quand même sur des configurations qui sont différentes en termes de pouvoir à Moscou, même par rapport au dernier pouvoir dit soviétique juste avant l'effondrement de l'Union soviétique au début des années 90. Donc on est sur un pouvoir qui est beaucoup plus collégial tel qu'on le présente à la télévision française, dans les médias. Et néanmoins, cette crainte, elle existe toujours. Et c'est eux qui, en fait, pilotent cet agenda. Et ce sont les meilleurs alliés des USA, notamment la Pologne est le meilleur allié des USA en ce moment, euh, est en train d'ailleurs de supplanter l'Allemagne, qui était le premier Mais allié des justement, USA jusqu'à l'effondrement du c'est pacte de Varsovie. c'est ce qu'ont fait les Américains. Ils les ont adoubés comme Tout à fait, tout à fait. comme Ouais. donc bon, espérons parce qu'ils des bêtises, ils en ont fait pas mal dans l'histoire. Je suis de ceux qui, bon, il y a naturellement les accords de Munich où ils en ont profité en pensant qu'ils allaient pouvoir s'entendre avec Hitler. Il y a également le soulèvement de Varsovie, alors que Bagration était au bout de son élan pour essayer de mettre les soviétiques devant le fait accompli. Quand on connaît Staline, c'était peut-être pas la chose à faire, hein. Donc voilà, bon, mais c'est l'histoire. Et après, faut dire que comment dire, l'occupation soviétique. Il faut quand même se rappeler que le ministre de la Défense, c'était Rokossovski, qui était un des maréchaux de l'Union soviétique, celui qu'on avait été chercher au goulag au début du conflit. Et donc, ils ont dérouillé quand même, hein. Ça a été, j'ai pas de, de complexe en ce qui concerne la Prusse, hein, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Est. Je trouve qu'ils n'ont pas payé si cher ce qu'ils ont fait au monde. Mais en revanche, les Polonais, bon, les Polonais, ils ont d'abord eu les, euh, les Allemands qui leur ont fait, enfin, c'était abominable. C'est quand même proportionnellement, c'est un des pays qui a, en dehors de l'Union soviétique, c'est un pays qui a eu le plus de morts, hein, la Pologne, civile, militaire, etc. C'est ce que les Allemands leur ont fait, c'est monstrueux. Bon, donc, espérons que nos amis polonais. Alors, il y a une élection l'année prochaine, il y en a une collection d'élections, il y en a partout, hein. Donc, chez nous, qu'est-ce qui. Ah oui, il y a les européennes, sauf c'est pas d'une grande importance. Bon, mon cher Hervé, contre-offensive ukrainienne, tous les jours, on entend du côté russe, on leur fout la pâtée, du côté LCI, BFM, ça progresse, ça progresse, ça progresse. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui après 11 jours? Je vais partager mon écran là. Je peux le partager là, mon Ah, écran bien ou sûr. pas? Ah oui, j'ai peut-être oublié de te Ouais. donner l'autorisation. Alors, option de partage d'écran, plusieurs participants. C'est fait. Ok. Alors, ok. D'accord. Voilà. Euh, Attends, je suis en train de chercher parce que j'ai du mal à le situer.
crois qu'il faut que la pièce soit ouverte pour qu'elle. Oui, c'est ça, elle est ouverte, mais j'ai du mal On te la à... propose Attends. pas? Ouais, c'est ça, attends. Sinon, on va faire autrement. Ah, c'est bon, voilà, elle est apparaît. OK. D'accord, OK. Est-ce Voilà. que tu vois la carte, là? Ben, moi, je la vois et il faut que les spectateurs la voient. Mais allez, oui, mais elle est très bien. Logiquement, voilà. Donc, on va remonter tout simplement de la mer, hein, jusqu'au plus au nord, vers Belgorod. Donc, cette carte est très intéressante puisqu'on voit globalement les positions des unités. Toutes les parties qui sont assurées en jaune, ce sont les parties qui ont été soit reconquises par les Ukrainiens, soit en cours de reconquête avec l'offensive qui est en cours. Bon, une zone qui est neutralisée pour l'instant, bien sûr, c'est la zone du Dniepr entre le réservoir et puis le barrage, puisque bon, les eaux sont encore en train de se déverser. Le gouverneur russe côté rive est du Dniepr considère que à peu près vers le 20 juin, le Dniepr sera restabilisé, sera revenu à son niveau antérieur. Et donc ensuite, il faudra voir comment ça se passe à la fin juin sur ce secteur-là, même si je pense que les sols détrempés limiteront quand même les opérations d'envergure. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas forcément des opérations de harcèlement, notamment de la part des Ukrainiens. De ce côté-là, il y a toujours des duels d'artillerie. Ensuite, lorsqu'on remonte, eh bien là, on a le réservoir, hein, avec la centrale d'Energodar. Donc on voit qu'il y a des troupes ukrainiennes en bleu qui sont en face de l'autre côté et des troupes qui sont là pour assurer la sécurité, hein, de la centrale. Ça doit être la garde nationale d'ailleurs russe. Ouais, bon, ils sont donnés pour Akhmat, mais c'est la garde nationale. Garde nationale, donc c'est de l'infanterie légère, hein, qui sont sur la centrale d'Energodar. Donc ce qu'il faut noter, c'est que le niveau du fait de la destruction du barrage a énormément baissé. Et quand je dis énormément baissé, c'est que vous avez des distances là qui étaient à peu près de 5 km entre les deux rives qui pourraient se compter peut-être en centaines de mètres actuellement. Donc, c'est un sol qui est boueux, c'est vaseux, tout ce que l'on veut, mais en tous les cas, ça diminue la coupure. Hein, donc, ça peut créer une opportunité de manœuvre amphibie pour les Ukrainiens. Et ensuite, on arrive vraiment sur ce que j'appelle la trouée de Zaporizhzhia, où là, justement, eh bien, se fait l'effort global offensif des Ukrainiens, avec évidemment pour but ultime, je dis bien ultime, hein, ça serait d'atteindre au moins au mieux Mélitopol, hein, dans un premier temps. Hein. Alors cette offensive, elle a commencé depuis le 4 juin, c'est clair. Hein. Même si on a beaucoup glosé dans les médias, ils ont commencé, ils n'ont pas commencé, non, ils ont commencé le 4 juin. Comme je l'avais mentionné la semaine dernière, dès le 4 juin, on voit des brigades équipées des matériels de l'OTAN qui sont en action, hein, notamment les brigades que j'avais notées la semaine dernière. Donc, à partir de ce moment-là, ce sont les brigades qui ont été formées et équipées par l'OTAN. Si elles sont engagées, c'est que l'offensive va commencer. Alors après, les gens glosent, mais ils vont pas trop fort, ainsi de suite. Ils sont face à un système défensif russe qui est extrêmement puissant et qui est sur 3 lignes. Qu'on peut dire, au bout de plus de 10 jours d'offensive, hein, quasiment oui, plus de 10 jours, hein, on va pas gloser sur le départ puisqu'on pourrait, et sur le niveau, qu'ils ont très très peu avancé sur ce secteur-là. Ils ont bien souvent pas atteint même les prémices de la première ligne de défense russe. Ils ont été arrêtés en amont, hein, par l'artillerie et par les mines, et ils ont été surtout confrontés aux premières positions qui servent de sonnette, hein, et éventuellement pour canaliser et ralentir l'ennemi. Donc pour l'instant, c'est une situation qui est plutôt difficile. Excuse-moi, qu'est-ce que tu Ouais. entends des positions de sonnette? Oui, en fait, avant les lignes défensives, il y a toujours des éléments qui sont devant, qui sont là pour renseigner et puis pour commencer à effectuer des premières actions de combat. Mais ceux-là, ils sont mobiles, hein, ils se retirent et c'est ce qui s'est passé. En fait, il y a un phénomène de va-et-vient qui s'est créé notamment sur le centre de la zone, hein, sur l'axe qui conduit à Tokmak, là, dans cette zone-là. Il y a eu un phénomène de va-et-vient pendant les 10 jours. Hein. Donc, il n'y a pas d'avancée réelle. En fait, évidemment, il y a eu quelques villages qui ont été repris, mais ce qu'on appelle les villages qui sont en zone grise.
hein, sur le plan global. D'ailleurs, actuellement, on peut considérer que les Ukrainiens font une pause opérationnelle pour se réarticuler depuis à peu près hier. On voit que quand on suit les événements et que l'on voit tous les blogueurs qui s'intéressent et qui suivent les opérations, on voit que depuis à peu près hier, on va dire hier, il y a une pause opérationnelle. Il y a toujours des combats, bien sûr, mais il n'y a rien de marquant, en fait, en termes d'action offensive de la part des Ukrainiens. Donc, on peut considérer qu'il y a une pause opérationnelle avec éventuellement une réarticulation de l'effort, voire un engagement peut-être du deuxième échelon. Alors ça sera à surveiller pour voir s'il y a de nouvelles unités qui s'engagent. Ça voudrait dire qu'il y a eu des pertes qui étaient conséquentes pendant ces 10 jours. Hein, alors, l'axe d'effort, on pouvait, durant ces 10 jours, il était en direction de Tokmak, il était comme ça, avec évidemment comme but ultime, et c'est vraiment un but difficile à atteindre, hein, étant donné les lignes de défense russes, et surtout ils n'ont pas d'appui aérien, alors que les Russes bénéficient de l'appui aérien et de leur supériorité en artillerie. Et symptomatiquement, dès qu'il fait mauvais temps, alors que ça pourrait handicaper les Ukrainiens, c'est là où en général ils avancent le plus avant d'être repoussés par les Russes. Pourquoi? Parce que l'appui aérien des Russes, par les hélicoptères et par les Su-25, notamment les Ka-52, les hélicoptères, en fait, ne peut pas sortir et gêner. De même, les Ukrainiens attaquent beaucoup la nuit, du fait justement de cette supériorité aérienne russe. Donc c'est fondamental. Hein. Ils se trouvent un petit peu dans la situation des Allemands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'ils n'avaient pas de supériorité aérienne. Donc c'est difficile sur ce plan-là, et ça veut dire que même s'ils arrivaient à percer la troisième ligne de défense, alors quand je dis percer, il y a différents types de percées, il y a les percées tactiques, hein, sur quelques dizaines de kilomètres, et ensuite la percée opérative, c'est-à-dire qu'ils arrivent jusqu'à la troisième ligne de défense, ils percent la troisième ligne, et les forces de deuxième échelon commencent à s'engouffrer dans la brèche et exploitent. C'est ce qui s'était passé sur le front de Kharkiv. Là, vu le terrain c'est un vrai billard dans la zone, et vu la densité des forces russes, puisque sur la zone de Kharkiv, c'était un espace lacunaire où il y avait très très peu de forces. Ils avaient un rapport en leur faveur de 8 pour 1. C'était vraiment un espace qui n'était pas tenu. Là, il y a une forte densité de forces russes et qui sont enterrées depuis quasiment 6 mois, hein, avec 3 lignes de défense, avec des champs de mines pour canaliser, avec des killing zones, c'est-à-dire des zones de canalisation avec les tirs d'artillerie qui sont préparés. On s'est beaucoup moqué des Russes parce qu'on voyait des T-54 qui arrivaient. Ça a beaucoup amusé les réseaux, bien sûr, qui soutiennent les Ukrainiens. Mais en fait, ces T-54, ils ont utilisé pour les embosser et pour en faire des petits fortins, notamment sur les deuxième et troisième lignes de défense. Donc, il y a vraiment un réseau défensif qui est comparable, même si j'aime pas faire ces comparaisons-là, avec celui de la bataille de Koursk. Hein, on est sur ce type de réseau défensif. Et tout ça, c'est écrit dans la doctrine russe, en fait. C'est une surprise, normalement, pour personne, d'autant que les officiers ukrainiens ont été formés par ceux qui sont en poste, là, justement, à la tête de l'armée ukrainienne, ont été formés par les soviétiques, donc connaissent toute cette doctrine-là. Et je pense que d'une certaine manière, même si c'était contraint d'aller à l'offensive, parfois, quand on fait de l'intoxication en disant qu'en face, ben, ils sont pas bons, ils sont mauvais, ainsi de suite, souvent on arrive à se désinformer soi-même et on a une forme d'arrogance et on peut être surpris en fait par les réactions de l'adversaire. Sachant que l'armée russe, qui a eu un début assez difficile au départ par rapport à une armée ukrainienne qui était assez décentralisée, notamment sur la première phase de la guerre, c'est une armée qui historiquement commence rarement bien les guerres, de toute façon l'armée russe, mais qui a une grosse capacité en fait d'adaptation. Actuellement, sur le plan de l'utilisation des drones, par exemple, on est quasiment dans une situation inversée, alors que c'était un des points forts des Ukrainiens. Quand je parle des drones, c'est les drones tactiques. Hein, c'était quasiment une force des Ukrainiens jusqu'au mois de septembre, octobre 2022. Donc, ils sont face à une armée russe qui est tout simplement en défense ferme et qui est tout à fait dans la logique de la phase qu'ils ont entamée avec le retrait de Kherson, qui est celui d'une défense ferme avec une stratégie d'attrition. Donc, ils attendent tout simplement les Ukrainiens. Ça ne les empêche pas d'avoir des opérations offensives de portée limitée. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'ils vont bouger, hein, tout simplement parce qu'ils ont des effectifs qui sont à parité, qui veulent limiter leurs pertes. Hein. Pour eux, ils ont un centre de gravité qui est fondamental, c'est leurs ressources humaines. Parce qu'ils ne veulent surtout pas, à mon avis, remobiliser derrière. Parce que ça serait catastrophique sur le plan politique, catastrophique sur le plan économique, parce que l'économie russe est sous tension. En fait, elle est sous tension sur le plan de la main-d'œuvre. Hein.
main-d'œuvre, et notamment la main-d'œuvre qualifiée. Et donc, je pense que là, il y a un équilibre qui est choisi entre les forces que l'on engage et les forces de travail que l'on veut conserver en Russie. Et également l'enjeu politique, pour pas qu'il y ait de rejet de la part de la population de cette opération de guerre. Donc, j'en reviens à l'axe d'effort, cet axe d'effort était celui-là. On voit globalement, ils sont tombés sur des forces russes qui étaient très très bien préparées à cette offensive. Et actuellement, sur la phase de réarticulation, ce que l'on peut remarquer depuis hier, c'est qu'il y a une réactivation des combats le long du Dniepr. Hein. Donc on en revient à l'hypothèse que j'avais formulée, la semaine dernière, en disant que il faut toujours partir du principe que de part et d'autre, on n'a pas affaire à des idiots. Ils connaissent très bien leurs capacités de part et d'autre. Donc les Ukrainiens, je pense qu'ils ont tenté le coup de force pour aller jusqu'à Tokmak sur cet axe. Et ils s'aperçoivent que c'est compliqué, que même si jamais ils percent, en fait, ils vont être dans un couloir, ils vont être obligés de se flancarder sur la droite et sur la gauche. Ils vont être frappés par l'artillerie russe et l'aviation russe, aviation Su-25 et hélicoptères. Ils vont avoir des risques de contre-attaque sur les côtés, avec des risques d'encerclement pour les troupes les plus avancées. Donc c'est quand même une situation qui est assez périlleuse. Par contre, s'ils font un variantement d'efforts sur le long du Dniepr avec pour objectif la centrale d'Energola, qui, je rappelle, est un objectif stratégique important, puisqu'ils ont, de mémoire, il y a eu à peu près 4 ou 5 assauts amphibies sur cette centrale qui ont été déjoués par les Russes. S'ils réorientent leur effort sur la centrale d'Energola, bon, on verra si ça se vérifie ou pas dans les 10 jours à venir, eh bien, ils seraient sur une opération offensive qui, pour eux, serait beaucoup plus tenable. Pourquoi elle serait beaucoup plus tenable? Parce qu'ils n'auraient plus qu'à se flancarder face à une seule direction, puisqu'ils seraient protégés face à l'ouest par la coupure, par tout simplement le Dniepr et le réservoir, en fait, du moins ce qu'il en reste. En tout cas, ça serait une protection. Ensuite, leurs moyens solaires, c'est un vrai sujet pour eux, la défense solaire. Ils n'auraient plus qu'à les orienter également vers une direction, c'est-à-dire face à l'est, parce que ça ne serait pas susceptible d'arriver de tous les côtés comme si ils avaient pénétré en direction de Tokmak, c'est-à-dire en direction là. Et donc, c'est une opération qui, sur le plan de leurs moyens, de leurs capacités, est beaucoup plus tenable. Hein. Et ils pourraient en plus combiner cette opération avec un assaut amphibie par la coupure, puisque la coupure, du fait de la destruction du barrage, a énormément diminué de surface. Donc, c'est une option qui est, à mon avis, atteignable pour eux, hein, qui est beaucoup plus et qui serait très compliqué pour les Russes si jamais ils arrivaient pas forcément à prendre la centrale, mais au moins à encercler la zone de la centrale. Tout simplement parce que c'est une installation sensible qu'il est difficile d'y appuyer des feux, hein, tout simplement parce que tout le monde a compris qu'il y a un risque nucléaire derrière. Donc, à voir dans les 10 jours ce qui pourrait se passer dans cet axe-là, sachant que les éléments qui vont être fondamentaux, qui vont permettre de voir s'ils ont réorienté leur effort vers cette direction, c'est bien sûr surveiller les types de matériel que l'on va trouver sur le front. La semaine dernière, je t'avais dit que l'offensive avait commencé parce qu'on trouvait des matériels de brigades équipés par les Occidentaux, par l'OTAN. Donc là, une des brigades les plus puissantes de l'armée ukrainienne, actuellement, c'est la 82e brigade d'assaut par air, et elle est équipée de Challenger et de Marder. Ces deux types de matériel, pour l'instant, on ne les a pas vus sur le front. Le Challenger, c'est certainement le char le plus puissant. Alors, ils en ont 14, c'est un épiphénomène, mais c'est certainement le char le plus puissant qu'ils aient. Hein. Et ensuite, les Marder, c'est un très très bon véhicule de combat d'infanterie. Donc, si on les voit, si on commence à voir ces matériels engagés sur ce front-là, donc le front qui se trouve là, en bordure du Dniepr, là où on voit le petit curseur, on pourra avoir une forme de validation sur cette hypothèse. Sachant que si on voit dans les jours prochains tout secteur confondu, aussi bien au centre que sur cette portion en bordure du Dniepr, des Challengers, voire des Marders, on peut considérer qu'ils sont en train d'engager leur deuxième échelon. Si on considère qu'ils engagent leur deuxième échelon,
ça veut dire que le premier échelon qui aurait dû normalement percer la première ligne a été entamé. Donc ça peut leur créer des conditions difficiles d'exploitation après, si jamais ils arrivaient jusqu'à la troisième ligne de défense russe. C'est pour ça que pour eux, même s'ils ont entamé leur premier échelon, je pense que porter l'effort le long du Dniepr en direction d'Erner-Godard, ça peut être une stratégie qui peut être gagnante. Bon, sachant qu'il ne faut pas se leurrer, hein, des états-majors, ça fonctionne toujours par hypothèse et par scénario. Donc, on fait le mode d'action ennemi et ensuite on fait le mode d'action ami pour le contrer. Donc, il est impossible que les Russes n'aient pas pensé à cette option-là. Donc, en tous les cas, il faudra le surveiller de manière à voir si leur effort est en train de basculer sur cette zone et vers la centrale d'Energodar. Donc, voilà tout ce que je peux... Oui. Oui, j'ai une question de nos petites conversations antérieures. Tu m'as fait une remarque sur le manque d'homogénéité du matériel, justement, et la difficile adaptation des troupes ukrainiennes à des matériels occidentaux qui sont assez différents et surtout qui ne sont pas homogènes, quoi. Tout le monde n'a pas les mêmes. Oui, en fait, ce qui est intéressant, en fait, quand on regarde les vidéos de combat, moi, j'aime pas regarder les vidéos de combat avec les destructions, parce que ce que j'appelle la guerre TikTok, et c'est déplorable hein, sur les réseaux sociaux. Les gens s'envoient ça entre les pro-russes et les pro-ukrainiens comme s'ils marquaient des buts. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes à l'intérieur. Hein. Donc, c'est pas un jeu vidéo, d'abord. Hein. Mais ce qui est intéressant de voir derrière ces vidéos, c'est de voir parfois des phases de combat. Hein, qui peuvent être perturbantes. Notamment, moi, je vais citer Michel Goya, tiens, pour te faire plaisir. Bon, Michel Goya et moi, on a commencé l'armée en 1983 et on était à l'école de sous-officiers de l'infanterie. Et on était dans la même spécialité, infanterie mécanisée. Après, on a fait 5 ans dans l'infanterie mécanisée. Donc, tous les deux, on a des réflexes de combat à char et combat infanterie. Donc, quand on voit certaines manœuvres sur le plan tactique des forces qui sont rentrées, qui ont été canalisées par les Russes, on peut se poser des questions en termes de distance, ainsi de suite, et en termes également d'utilisation des appuis. On voit notamment un Bradley qui appuie, et puis tout simplement les autres Bradley qui passent devant le canon du Bradley qui appuie. Donc ça, c'est vraiment des erreurs qui sont des erreurs de base, en fait, en termes d'appui. Donc, moi, ce que je pense, c'est que les Ukrainiens ont touché des matériels occidentaux qui sont vraiment différents de ceux qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Hein. Notamment, quand vous rentrez dans un char occidental, ce n'est pas écrit en cyrillique, hein, c'est écrit en caractère latin ou en français ou en anglais. Donc, il y a déjà eu cette difficulté-là. Ensuite, ce sont des chars qui sont à équipage A4, alors qu'eux ont l'habitude de travailler à équipage A3. Tous les chars russes sont à équipage A3. Donc, il y a eu cette complexité. Ensuite, le Bradley, j'ai regardé les Bradley, le Bradley a une capacité de lancer des missiles. Je n'ai pas l'impression que ceux qu'ils ont reçus aient cette capacité-là. En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'ils l'aient utilisée. Hein. Je pense que, en fait, de mémoire, je crois qu'ils ont eu 5 semaines de formation pour les équipages sur Bradley, ce qui est en fait vraiment minimal. Hein. Quand on formait des équipages dans l'infanterie mécanisée, je parle même à l'époque des appelés, il fallait considérer pour qu'un équipage soit opérationnel sur le plan technique et sur le plan tactique, c'est-à-dire sur le plan de l'utilisation des armes de bord, sur le plan de la progression tactique au sein du groupe, c'est-à-dire du véhicule, mais également au sein de la section, il faut quasiment 6 mois. On considérait qu'un appelé, il était opérationnel au bout de 6 mois, et les derniers 6 mois, justement, il était dans la réserve opérationnelle, considéré comme la réserve opérationnelle d'active et directement engageable. C'était ça, en fait, le parcours de l'appelé. Donc, il faut considérer que former comme ça des soldats d'une autre culture sur des engins qui sont conçus vraiment différemment et d'une rusticité, des engins qui sont beaucoup moins rustiques et réparables sur le terrain que les engins d'origine russe, c'est quand même une vraie gageure. Et on le voit très bien, en fait, parce que dès qu'ils sont en difficulté, comme ils ne maîtrisent pas en 100% techniquement les engins et que tactiquement, ça les perturbe parce qu'ils n'ont pas assez travaillé sur le plan tactique, eh bien, ça devient très compliqué. Et le meilleur des engins du monde, hein, on a fait des monceaux de superlatifs sur le char Léopard, le meilleur char du monde, si l'équipage n'est pas à la hauteur, ben ça ne fonctionnera pas de toute manière.
ça ne fonctionnera pas. Donc il y a un manque, je pense, de formation. Ils ont été poussés à cette offensive pour différentes raisons, hein, déjà par les Alliés. Hein, et je pense que pour eux, cette offensive, elle est arrivée un petit peu prématurément, même s'il y avait également la difficulté de, plus ils attendaient, plus les Russes s'installaient aussi. Donc ça a été très très compliqué, à mon avis, de trouver la date de déclenchement de cette offensive. Et je pense que, comme on dit souvent, c'est trop tôt et trop vite. Si tu vois ce que je veux dire, too fast, too soon, tu vois. Oui. Hein, tu Alors, vois. oui, mais je me dis qu'il y a un autre facteur. Et manifestement, j'ai l'impression que les Occidentaux les ont poussés à la contre-offensive. Euh, c'est une des caractéristiques de la guerre du côté occidentalo-ukrainien, c'est-à-dire que la dimension communication est très importante. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le facteur, c'est que les Occidentaux sont à l'os, c'est-à-dire que les livraisons de matériel, aujourd'hui, on commence à arriver au bout. C'est Mais, ce que j'ai lu, hein. Je ne sais mais, pas mais, mais c'est ce pour qu'il en ça est en que réalité, mais c'est pour ça que le président Macron euh, lâche le mot de négociation dernièrement. En fait, je pense que là, c'est une offensive, quel que soit le résultat. Je ne vais pas pronostiquer le résultat. Pour l'instant, on est à 10 jours de l'offensive. Il peut y avoir des retournements de chaque côté. Hein. Bon, bref, hein, on ne va pas commencer à faire des pronostics hein, qui ne reposent sur rien, en fait, hein, uniquement sur des opinions. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que sur le plan de la logistique, des munitions, également du renouvellement de ces moyens, des moyens qui ont été donnés à ces brigades, ça va être compliqué. Et je ne parle même pas de l'enfer logistique que ça représente pour les troupes ukrainiennes, cette disparité de moyens. Hein. On est quasiment sur des moyens qui sont presque des moyens Kleenex. C'est qu'enfin, on peut considérer que les moyens qui ont été donnés comme les chars Léopard, hein, quand on voit la difficulté que les Occidentaux ont eue pour sortir des chars léopards, bons de guerre, parce que des chars léopards, il y en a, mais pas forcément en état de. Il fallait les remettre en état, tout simplement, de manière à ce qu'ils redeviennent utilisables et, sur le terrain. Euh, j'ai des doutes quant au fait de pouvoir les réparer, même lorsqu'ils seront endommagés, puisque cette notion de maintenance au plus près du front, c'est fondamental. Les premiers ateliers susceptibles de réparer les léopards, ils se trouvent en Pologne. c'est incroyable. Alors que lorsqu'ils ont des matériels d'origine russe, les Ukrainiens, eh ben, ils savent les réparer, ils avaient l'industrie d'armement pour ça. Donc, et ça, c'est fondamental parce qu'un engin qui est endommagé, si vous pouvez le réparer rapidement, ben, il repart au combat. Alors que là, on est quasiment sur des, presque, entre guillemets, j'aime pas dire ça, des brigades Kleenex, parce que le matériel, une fois qu'il est détruit, eh bien, il ne pourra pas être remplacé, en fait. Parce que c'est un matériel il n'y a pas de ressources derrière pour le remplacer. Alors même si on peut avoir des doutes sur le nombre de chars Léopard qui a été réellement donné, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont été donnés et qui sont en réserve en Pologne. Dans tous les cas, je pense que la quantité est quand même limitée. Alors, justement, sur cette offensive, parce qu'après, bon, je me rappelle plus cette expression, la victoire a beaucoup de pères et la défaite est orpheline, je crois que c'était ça. Mais bon, quand il faudra faire les comptes, bon, ce sera peut-être un peu difficile d'y voir clair sur ce qui s'est passé, mais une des hypothèses que j'ai beaucoup lues, beaucoup entendues, concernant cette contre-offensive, que je trouvais un peu aventureuse. Tu dis toi-même elle arrive trop tôt d'un simple point de vue, je veux dire, matériel, militaire. Donc, le problème, c'est qu'on la leur a peut-être, entre guillemets, imposé parce que, échec ou réussite, il faut en sortir. Là, je me place du point de vue occidental dans l'aide qui est apportée, les sommes considérables qui ont été mobilisées, les opinions publiques, on le voit bien en Europe, hein, même en Allemagne, en Hongrie, en Grèce, ça commence à bouger. Donc, est-ce que c'était pas pour ça, justement, on fait un baroud d'honneur, c'est très dur de dire ça parce que il y a des hommes qui se font tuer, mais est-ce que c'était pas ça, quoi, qui faisait que cette... Parce que quand moi je réfléchis, quand je t'écoute là, qu'est-ce que je constate? C'est que les Russes sont ultra préparés sur le plan défensif, ils savent faire. Ils savent Ouais. faire, ils ont une histoire, ils ont une tradition, ils sont sortis
de la catastrophe des années 90, y compris leur armée était devenue n'importe quoi. Ils l'ont restauré, c'est pas fini, hein. Donc, mais voilà, quoi, ils ont des chefs, ils ont une histoire, ils ont une tradition. Bon. C'était non pas, je veux dire, la défaite assurée, la déroute assurée, c'est pas intéressant de le poser comme ça, c'est de dire que le fait que ça ne débouche militairement sur rien d'utilisable, j'ai bien dit militairement, hein, pour l'Ukraine, bon, on avait tendance à penser que ce serait probablement ça. Donc, d'où l'idée de cette hypothèse, les Occidentaux ont poussé, hein, mais ils savent très bien qu'à un moment, il va falloir passer à autre chose, quoi. Alors peut-être là, on aura les solutions à la coréenne ou que sais-je. Peut-être que nos amis polonais, jamais en retard d'une ânerie, vont foncer pour prendre la Volhynie. Hein, je sais pas. Mais bon, cette contre-offensive, les Ukrainiens l'ont menée, elle leur coûte cher. Tu le dis. Bon, je crains que ça ne débouche pas pour eux, pour ce pays, dans l'état où il est aujourd'hui, ça ne débouche pas sur grand-chose. Voilà, globalement, donc sur ce secteur qui est fondamental, parce que quand on parle d'offensive ukrainienne, c'est sur la trouée de Zaporizhzhia. C'est pas ailleurs. C'est là où ils auront, s'ils arrivent à le faire, l'effet stratégique, hein, en mettant vraiment en difficulté les Russes. Que ça soit ou en arrivant peut-être jusqu'à Tokmak ou en Mélitopol, même si j'y crois pas, pour l'instant. Hein. Ensuite, en peut-être éventuellement faisant une saisie de la centrale d'Energodar. Hein, ce que je crois plus, en fait, en termes d'objectifs atteignables et réalisables, étant donné leurs capacités et les capacités qui sont en face. Maintenant, sur le reste du front, quand on regarde le reste du front, eh bien globalement, ça reste, on est sur des combats de position. Hein, hein. Alors il y a bien sûr sur Bakhmut, il y a bien sûr cette offensive au nord et au sud, hein, bon, qui est arrêtée tout simplement par les Russes. Hein. Pourquoi cette offensive? Tout simplement, tout ce qui se passe sur le reste du front, c'est pour fixer des forces russes, de toutes les manières. Hein, et pour leur éviter éventuellement d'avancer, puisqu'à l'issue de Bakhmut, la prise de Bakhmut, ils auraient pu continuer à avancer sur les axes. Donc ça permet tout simplement de les fixer, d'éviter qu'ils aient des troupes qui viennent renforcer encore leur dispositif défensif sur Zaporizhzhia. Mais c'est pas là où se fera la décision de l'offensive ukrainienne. Hein, il n'y a pas de vrai intérêt stratégique à mon sens. Alors le seul endroit mou, bien sûr, qu'on va trouver, c'est dans la région de Belgorod. Hein, donc là, on voit très bien le dispositif ukrainien, le dispositif russe. Donc sur la région de Belgorod, on est vraiment sur des opérations psychologiques, avec des raids du niveau bataillonnaire. Ce sont des petits bataillons, c'est une à deux compagnies de volontaires russes ou d'autres nationalités d'ailleurs, hein, qui font des va-et-vient et puis des bombardements. Le problème de ce qui se passe maintenant, c'est que justement, j'ai écouté ce que disait Poutine. Et il parle maintenant de la création d'une zone tampon dans la région de Belgorod, sachant qu'ils avaient une zone tampon avant de l'évacuer. Hein. Je rappelle que c'est les Russes qui ont décidé d'évacuer cette zone-là, hein, entre Kharkiv et leurs frontières. À mon avis, parce que toujours pareil, ils n'avaient pas assez de troupes, hein, tout simplement. Ils reparlent de la création du zone tampon. Alors, s'ils parlent de la création du zone tampon, que c'était comme le retrait du Dniepr, où ils ont dit qu'ils allaient se retirer et que le 11, ils avaient passé le Dniepr, ça veut dire qu'ils sont déjà peut-être en train déjà de commencer à se positionner pour la créer, la zone tampon. Là, je pense que ça serait quand même assez problématique pour les Ukrainiens. Ça serait entre guillemets l'arroseur arrosé, puisque là, ça leur créerait un problème sur cette partie-là de la frontière et pas très loin de Kharkiv. Alors, s'ils le font, les Russes, je ne pense pas qu'ils vont ponctionner sur les forces qui sont actuellement engagées dans le Donbass. Je pense qu'ils vont créer un groupe de forces différents pour créer cette zone tampon, sachant que c'est leur territoire. Hein, ils peuvent très bien avoir des forces qui vont rester sur la frontière, qui sont des forces de conscrits, puisqu'ils n'ont pas besoin d'engagement particulier pour engager leurs conscrits sur le territoire russe. Et ensuite, pourquoi pas faire avancer des forces comme Wagner ou comme les forces de Tchétchènes sur cette zone-là, pour créer cette zone tampon. Et je pense que ça pourrait créer un problème de facto aux Ukrainiens, puisque là, ils seraient obligés, par contre, de déplacer des forces. Donc voilà les deux zones qui me paraissent intéressantes actuellement, donc la zone de la trouée de Zaporizhzhia et puis ce qui se passe sur Belgorod. Le reste, on est vraiment sur des
des tentatives de fixer des troupes russes. Hein. Donc évidemment, il va y avoir quelques drapeaux ukrainiens qui vont être plantés sur quelques villages en zone grise ou peut-être sur des positions que les Russes auraient tenues et se seraient repliés. Il faut bien comprendre que l'armée russe est une armée qui préférera toujours se replier que se faire encercler. C'est pour ça que tout ce que l'on dit sur l'armée russe avec les vagues d'assaut, ils ont un centre de gravité, pour les raisons que j'ai expliquées, qui n'est plus celui de l'armée de Staline avec ses millions de soldats. Ils ont une ressource humaine qui est comptée, qui est chère d'une certaine manière et qui a des enjeux politiques et économiques derrière. Donc leur intérêt, c'est surtout éviter l'encerclement, donc éviter les pertes au sens du nombre de prisonniers, mais également éviter les pertes au sens de blessés et de tués. Donc ils préféreront toujours se replier, sachant qu'ils ont un raz-de-feu qui leur est très très favorable sur le plan de l'artillerie et de l'aviation également, puisque sur la ligne de front, je ne parle pas au-delà de la ligne de front, sur la ligne de front, ils sont quasiment présents systématiquement, avec les Su-25 et puis avec les hélicoptères d'attaque. Donc ils préféreront toujours se replier. Hein, d'abord parce qu'ils ont été traumatisés pendant la Deuxième Guerre mondiale par les directives absurdes de Staline. Hein. C'est pour ça qu'ils ont eu des millions de prisonniers, hein, de toute façon. Hein. Ils leur demandaient de tenir et de ne pas se replier. C'est pour ça que de temps en temps, on voit encore cette lecture post-stalinienne sur les plateaux TV hein, de ce qu'est l'armée russe actuellement. Mais l'armée russe actuellement, bien sûr qu'elle elle a une historique qu'on peut rapprocher de celle de l'armée soviétique, mais on est sur des formats qui sont totalement différents et qui obligent de toute façon à avoir des modes opératoires qui sont différents, parce que la ressource humaine, maintenant, elle n'est pas pléthorique. Au contraire, elle est comptée. Hein, donc, tout simplement, par raisonnement rationnel, il ne peut pas y avoir de vague d'assaut. Hein, je parle avec les troupes régulières. Hein, il ne peut pas avoir de vague d'assaut. Et puis, dès qu'ils sentent qu'ils sont sous pression, ils préfèrent se replier, même si c'est un petit peu désordonné, comme ça s'est fait sur Kharkiv, mais ils préfèrent se replier plutôt qu'avoir des prisonniers et se faire encercler. Et ça Alors, sur si les... jamais ouais. Juste un petit mot sur les encerclements. On fait porter à Staline, à juste titre, hein, parce qu'il va mettre du temps avant d'intégrer ça, mais ces grands encerclements c'est une ordalie. Hein. Je veux dire, ils ont perdu une armée entière de 5 millions d'hommes. Hein, si on fait Oui, tout à fait. le Tout à bilan fait. jusqu'au 5 décembre 41 et la contre-offensive Zhukov, mais c'est aussi le fruit d'une capacité manœuvrière hors norme des Allemands, hein, et la doctrine de la bataille décisive. Hein, c'est-à-dire qu'il fallait passer par la destruction, donc ils avaient des chefs qui étaient virtuoses hein, dans ce genre de choses. Et je reviens sur Jean Lopez, sur son livre sur la deuxième bataille de Kharkov, oui, c'était une offensive. Je ne me rappelle plus qui c'était du côté soviétique. Hein, et puis hop, ils ont fait un coup de revers. Là, c'est le gant qu'on retire comme ça. Il y avait cette capacité manœuvrière qui a pour la première fois été mise en échec à Stalingrad d'ailleurs, hein, qui n'est pas la bataille décisive. Enfin, elle est symbolique. Il y a la capitulation d'une armée, mais et après, d'ailleurs, ce que tu décris, après des replis qui étaient très organisés jusqu'au moment où le commandement a dit stop. Bon, je crois que pause opérationnelle, c'est très bien, donc ça a permis de faire le point. Hein, je pense que c'est effectivement assez clair concernant Zaporozhye, concernant la centrale. Et la situation, je crois qu'on peut avoir les idées assez claires et avoir ce qui me semble important, les outils, ce travail, les outils de réinformation par rapport à toutes les âneries qu'on peut entendre hein, et pour lesquelles j'ai commencé la séance d'aujourd'hui. Je vais ajouter une petite chose. Je vais dire du mal de Xavier Moreau. Sur un détail. Il a fait deux débats. Un débat
avec Alla Poédi, la demi-folle Ouais. ukraino-russe, d'ailleurs, Je c'est me, pas je, très je très me, je clair. me le suis, je me le suis infligé quand même pour voir ce que Oh ça là là, donnait. il est courageux, hein. Oui, mais tu vois, d'une certaine manière, tu vois, tu as un militantisme, entre guillemets, argumenté, alors même si on peut revenir sur certains de ses propos, qui est argumenté et rationnel et qui est cultivé, entre guillemets, parce qu'il y a vraiment une culture et un travail de recherche derrière, et un militantisme, celui d'Ala Poédi, je confonds toujours, qui en fait, c'est le niveau, les réseaux sociaux, quoi, c'est la cour de récréation, quoi. Donc, et on voit que c'est ce type de personnes qui sont sur les plateaux télé et qui passent pour des expertes. C'est un vrai problème, hein. Je trouve Oui, mais les Ukrainiennes sur les plateaux TV, pas parce que je conçois qu'elles sont dans leur rôle et qu'elles sont là pour délivrer en fait le message de leur pays, ainsi de suite. Dans ce cas-là, pourquoi pas inviter également un représentant des populations du Donbass, hein, pour faire bonne mesure, entre guillemets, hein. Mais leur seule expertise, souvent, c'est d'être ukrainienne, en fait. Et ensuite, comme elles représentent les agressés, hein, eh bien, elles ont libre parole, quitte à dire des énormités, voire des horreurs, sans être contredites, hein. oui, Et mais le problème, Hervé, le oui, bien sûr. problème, moi, pourquoi est-ce qu'elle est, elle est invitée partout? C'est ce que j'appelle les Ukrainiennes d'astreinte, hein. Donc, il y a toujours une belle blonde là sur les plateaux qui dit n'importe quoi, hein. Et Xavier, en faisant un débat avec elle, il la revalide, il lui redonne une légitimité. Il a fait la même chose alors qu'elle était en train de elle s'était disqualifiée. Il y avait plus grand monde en dehors d'Éric Brunet pour l'inviter, hein. Et Serge Girnov, il avait disparu. On était Ah ouais, débarrassé de l'escroc, moyennant quoi il a fait pareil à Radio ouais. Courtoisie, Mais il l'a revalidé en faisant un débat avec lui. ça, Depuis, les ça peut, deux, ouais. on les revoit nouveau. C'est tout ce que je voulais dire. Ça peut rien donner. Je critique pas Xavier Moreau pour ses Ouais. positions, sur la qualité de ce qu'il peut avancer, mais on peut discuter de tout, mon cher Hervé, mais pas avec n'importe qui. Donc Non, à un moment, voilà. Bon, mais pour lui, c'est facile parce qu'il ne se fait pas vraiment challenger, parce qu'il pourrait être challengé sur certains de ses propos, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan, on va dire, politique, hein. Et là c'est du pain béni, entre guillemets, pour lui, c'est de l'entertainment, il y a pas d'intérêt, en fait. Il est en oui, non, position non, de mais force. et il y a quelque chose de négatif. Bon, Hervé, merci Ouais. Ah, infiniment de ce. si, j'avais un truc à dire. Ah oui, allons-y, allons-y. C'est J'ai mon. c'est toi qui a été long, en fait. Ah, d'accord. Non, 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 mais moi, il y a pas de problème, il n'y a pas de limite, Je veux hein. dire deux choses. D'abord, il y a une vidéo qu'a fait Flores sur LCI où on montre, c'est filmé par un drone, des soldats, entre guillemets, russes, Ah oui, qui arrêtent des soldats qui sont en train de se replier et qui les tuent, les tiraient. Bon, c'est tout à fait une vidéo du type du montage qui était celle de la reddition du BMP-2 avec son équipage en septembre dernier dans la région de Kherson. Là, on est vraiment sur de la mise en scène, ça. Le problème, c'est que lorsque cette vidéo arrive, hein, au lieu de ces sources ukrainiennes, bien sûr, et validées par les Britanniques, comme la dernière fois, personne ne se pose la question de la validité de la vidéo. Et tout de suite, en fait, sur le plateau, tout le monde part sur des délires en faisant justement référence à la directive de Staline, alors que bien sûr, autre homme, autre circonstances, et puis autre capacité humaine. Ce que faisait Staline avec ses bataillons d'arrêt, qui étaient d'ailleurs du NKVD, hein, eh bien, c'était avec des troupes, c'était des millions d'hommes. Là, on est sur des ressources humaines qui sont comptées. Et dans un monde où tout est connecté et où tout passe pour les réseaux sociaux, comment imaginer qu'une chose comme ça soit réaliste, hein. Donc, on est vraiment dans les opérations de type d'opération psychologique. C'est de la désinformation, c'est de bonne guerre, mais le fait est, c'est qu'il faut que sur les plateaux télé, ils aient quand même un petit peu de réflexion par rapport à ça. Ensuite, l'autre point je voudrais clôturer, en fait, c'est ma fiche de lecture, puisque j'ai lu le bouquin L'ours et le renard de Lopez et puis de Goya. Bon, c'est écrit sous la forme d'un dialogue. Donc, je voulais absolument lire, parce que c'est un petit peu le livre qui fait, entre guillemets, référence en ce moment, puisqu'on voit Michel Goya qui fait beaucoup de plateaux télé en ce moment, puisque justement, ils ont sorti ce livre-là. Bon, globalement, comme chaque fois pour Michel Goya, eh bien, on a une analyse des opérations et des unités de leur rôle sur le plan tactique qui est très précis.
Maintenant, le livre, il pêche par tout simplement des a priori de part et d'autre. Les a priori de Jean Lopez, c'est qu'il est sur une lecture de l'armée russe actuelle, qui est celle qu'il a écrit dans ses livres, qui est quasiment. Il prend le filtre de l'armée de Staline pour comprendre ce qui se passe sur le terrain. Donc, ça, je pense que c'est une erreur. D'ailleurs, c'est étonnant, hein, puisque c'est une erreur presque de base pour un historien de faire comme ça des transpositions. Hein. C'est l'école des annales de mémoire de Marc Bloch, justement, qui avait noté ce type d'erreur à éviter. Et ensuite, pour ce qui est Michel Goya, bon, le fait est, c'est qu'il est consultant rémunéré dans des chaînes où la ligne éditoriale sur le suivi du conflit frise souvent le grotesque, hein, on va le dire, hein, c'est notamment sur LCI. Hein. C'est grotesque, ça va même au-delà de la chaîne de Soloviev, c'est pour dire. Hein. Alors, je pense même qu'ils se permettent des choses que même Soloviev ne se permettrait pas. Hein. Pourtant, c'est assez outrancier, mais on est quasiment au même niveau. D'ailleurs, Michel Goya a été recruté par LCI, hein, info de dernière minute. Donc, je pense qu'on ne le verra plus sur BFM, on le verra sur LCI. Ah bon? Et je pense que là, on est directement sur les biais de confirmation et beaucoup de présupposés qui ne vont pas sur rien, que ce soit sur les pertes, donc, que personne ne connaît, hein, que ce soit sur les matériels récupérés par les Russes. S'il y a tant de matériel récupéré sur les Russes, comment se fait-il que les Ukrainiens demandent sans arrêt le recomplètement en Occident des matériels? Il n'y a pas de cohérence, en fait. Hein. Donc, bien sûr, qu'il y a beaucoup de biais de confirmation ensuite qui sont exprimés dans ce livre-là, aussi bien sur les questions posées par Jean Lopez que par les réponses qui sont appelées par Michel Goya. Donc un livre qui est très très bien pour le suivi des opérations, un livre qui est beaucoup moins bien pour le reste en fait, pour la partie géopolitique où on parle des manigances des USA, mais jamais de la Russie, pardon, mais jamais des manigances des USA par exemple, alors qu'elles sont documentées, qu'elles sont connues, qu'elles n'ont jamais été cachées, hein, aussi bien sur le plan géopolitique qu'à partir du Maïdan, du deuxième Maïdan. Donc voilà, donc c'est un livre qui se présente comme intègre et on va dire honnête, mais en fait non, il y a un parti pris et je pense qu'ils auraient dû afficher d'emblée le parti pris, un peu comme Xavier Moreau d'emblée, ben, ils s'en cachent pas. Donc ils peuvent dire voilà, nous on a cet angle d'approche, ce qui fait que c'est un livre qui va ravir entre guillemets les gens qui sont plutôt pro-ukrainiens, qui va agacer les gens qui sont plutôt pro-russes, et qui va laisser sur leur faim les autres, ceux qui sont plutôt en train de se poser des questions par rapport aux informations sur ce conflit, de la manière dont elles sont présentées dans nos médias. Voilà, Régis. Alors, une petite observation, j'espère que tout va finir par foutre le camp, c'est que Lopez, à sa façon, et Goya se sont transformés en militants. C'est ça qui est un petit peu triste. Je veux dire, ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers, surtout Goya, ils sont prisonniers d'un engagement. On parle beaucoup des fact-checkers actuellement, dont je dis, moi, ce sont des militants. Hein. On peut parfaitement être militant d'une cause, mais se présenter comme observateur objectif alors qu'on défend une cause, il y a un problème. Hein. Et donc, le bouquin, moi, je ne vais pas le lire, tu t'en doutes. Hein. Mais en revanche, ce que j'aimerais faire, c'est qu'à un moment, il y a eu quelques bouquins qui ont été écrits, dont celui de Sylvain Ferreira concernant la bataille de Mariupol, mais il y a ceux de Jacques Beau, il y a La guerre avant la guerre aussi. Il y a des ouvrages qui sont intéressants et peut-être faire quelque chose autour de ces livres pour en parler un peu, pour donner envie aux gens de lire. Hein. Par exemple, autour du bouquin de Bihan, hein, je pense que je vais le lire, c'est le prochain que je vais lire, comme ça je vais voir. Il est souvent pertinent, Benoît Bihan, dans ses analyses. Hein. Il est très bon, mais là, je veux dire, sur l'art opératif, y compris que... Moi, j'ai pas de problème avec lui, hein, je suis pas en concurrence. Comment? J'ai pas de problème avec lui, je suis pas en concurrence. Non, moi, je lui reproche, j'en parlais encore avec Kuzmanovic ce matin, avec Georgie, qui est un ami, je lui reproche d'avoir cautionné les délires d'LCI et d'avoir été sur les plateaux avec toutes ces âneries entendues sans qu'il intervienne. Et puis, je lui reproche d'avoir dit, à propos de l'Union soviétique, la seule réalisation qu'elle ait faite, c'est d'avoir gagné la guerre.
on peut tout à fait être anti-stalinien, on peut être anticommuniste, mais je veux dire, quand on voit ce qu'était l'Empire des Tsars au début du siècle, hein, et ce qu'à marche forcée, avec la violence, d'accord, a fait, ils ont envoyé des hommes dans l'espace, ils avaient une industrie aéronautique, ils ont développé, ils ont gagné la guerre aussi, et ils l'ont, parce qu'ils ont surclassé les Allemands au plan industriel. Donc, Tiens, bon, voilà, Régis, c'est… il y a un historien qui mériterait d'être interviewé, c'est Laurent Heininger, ou Heininger, je ne me rappelle plus trop. Je te donnerai C'est un ami. Ah, tu le connais, voilà. Bon, Ah très ben bien. très bien, oui, 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 Voilà. alors. Parce que c'est quelqu'un qu'on voit très peu et qui a vraiment une lecture aussi qui est intéressante de ce qui se passe, hein. Et il est très très pertinent, on ne le voit pas, on l'a vu un petit peu sur Non, TVDJ. ben, c'est un professionnel. Il fait partie de cette mouvance des journalistes, historiens militaires. Il est plus historien militaire que journaliste d'ailleurs. Hein, donc voilà. Oui, oui, Laurent, mais il est alors le problème, c'est que je pense que l'engagement pour un peu le quotidien, comme on le fait là, c'est pas tout à fait sa tasse de thé. Il aime bien rester un petit peu à distance, mais bon, moi j'ai toutes ses coordonnées. Je veux dire, j'y pense et puis bon, je regrette beaucoup que c'est lui qui aurait dû écrire les livres sur l'art opératif. Mais bon, c'est comme ça. Donc chacun effectivement a ses méthodes de procrastination. Euh, voilà. Bon, Bon, Hervé, encore merci. bah écoute, Encore merci. j'espère que Vraiment, vraiment, ouais. je suis ravi parce que c'est très clair. C'est très clair. La carte était bien choisie en plus. On voit bien. Et puis on voit que les unités sont proches les unes des autres. Oui, Hein. enfin là, les unités, parce qu'on n'a pas fait le zoom. Le zoom, après, quand Oui, oui, oui. Non, mais on voit que pour l'instant, on est dans l'affrontement. On Ah n'est oui. pas dans l'attente, quoi. Hein. Bon, j'espère que Bon, le son sera meilleur oui, oui, que oui, j'espère aussi. Hein. Alors, il me reste plus qu'à faire un petit montage derrière sinon et la à mettre prochaine fois, ça je en mets un ligne. porte-voix. Pardon? Je mets un porte-voix la prochaine fois. Ben, oui, ou tu viens avec un porte-voix ou que sais-je, trouver la bonne. Si le problème reste, a priori, moi je t'ai très bien entendu, hein, donc voilà. Ben, moi On aussi, va la dernière fois, on saluer. s'était très bien entendu, entre guillemets. Mais puis là, c'était la première fois aussi. Tu as vu, j'ai mis Oui, un fond d'écran là qui m'est cher. C'est une ben, barricade de la Commune de Paris, la alors c'est barricade du qui? 11e. C'est Rossel qu'on voit derrière? Non, non, c'est la barricade. Elle devait se trouver celle-là devant la mairie du 11e arrondissement là. D'accord. Ben, parce que Rossel, c'est le seul, je crois, officier d'active qui a rallié la commune, je crois, capitaine Rossel. Oui, oui, il y en a eu d'autres. Il y a un officier de génie dont j'ai oublié le nom. Et puis, non, mais la commune, c'est une période qui est assez intéressante, pas sur le plan militaire, parce que sur le plan militaire, ça a été plutôt catastrophique, mais c'est une expérience, en fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et alors, Édouard était de l'autre côté, hein, mon aïeul. Oui, bah, je m'en doute bien. Ah, oui, oui, oui. Hein, alors bon, très peu, parce qu'en fait, il a fait la guerre de 70 et il était, je crois qu'il y a fini capitaine ou commandant. Puis après, il y a eu la révision des grades. Donc, parce qu'en fait, ce qu'on a un peu oublié, c'est que la guerre a continué quand même. Hein, la guerre a Bah, continué, et bien que sûr. peut-être si on n'avait pas eu une défaillance assez grave, hein, des Bazaine et compagnie, on pouvait les emmerder, les Prussiens. Hein. Donc, c'était les défaites initiales, on aurait peut-être pu compenser, pas se retrouver à se faire, comment dire, trahir par certains, et puis surtout à rester dans une situation où, bon, on a eu le couteau sous la gorge, on a fait proclamer l'Empire allemand dans la galerie des glaces de Versailles, c'est comme humiliation, il y a difficilement pire. Voilà, eh bien écoutez, merci à tous Très bien. et à très bientôt. Allez, bonsoir. Salut!